Bonsoir Najat Vallaud-Belkacem, Bonsoir. ancienne ministre de l'Éducation nationale, aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile. Vous publiez un ouvrage intitulé Sevrage numérique qui devrait nous faire du bien à tous. Enquête sur nos rapports aux écrans et comment nous en libérer. On va en parler dans un instant. On va y parler évidemment également de l'actualité politique en général. Mais d'abord, notre rendez-vous quotidien du soir avec l'équipe de Vrai ou Faux de France Info, représentée ce soir dignement par Victoria Rouxel. Bonsoir Victoria. Alors que le budget de l'État est en voie d'adoption après des mois et des mois de crise politique, on attend là le vote de la deuxième motion de censure. Des voix s'élèvent pour dénoncer un budget injuste, notamment pour la fonction publique. C'est le cas de la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui annonce même une année noire pour les fonctionnaires. Elle rappelle régulièrement ce chiffre. En 20 ans, le salaire des fonctionnaires a baissé de 25%. C'est une catastrophe. Le salaire des fonctionnaires qui aurait baissé de 25% en 20 ans, c'est vrai ou c'est faux ? Alors, on va tenter de décortiquer tout ça. Pour Sophie Binet et la CGT, parler de cette baisse de salaire, c'est avant tout un moyen de dénoncer le quasi-gel depuis une vingtaine d'années du point d'indice. Et pourquoi il est important, ce point d'indice ? Bien parce qu'il permet de calculer le salaire des fonctionnaires, on appelle ça le traitement. Et donc, voici la démonstration opérée par la CGT. Si on regarde cette courbe bleue qui représente l'évolution du point d'indice, on remarque qu'effectivement, sa valeur progresse peu depuis 2003, elle a même stagné de 2010 à 2022 pour s'établir à 59 € l'année suivante. Et selon la CGT, cette évolution du point d'indice, elle est bien trop insuffisante pour compenser l'inflation. Car voici en rouge la valeur du point d'indice s'il avait suivi l'inflation, presque 74 €. Et donc l'écart entre ces deux courbes est d'environ 25%. Et c'est comme ça que Sophie Binet justifie cette baisse de salaire des fonctionnaires sur 20 ans. Ouais, sauf qu'en réalité, c'est pas aussi simple que ça. Et non, évidemment, on a contacté des spécialistes qui nous ont dit que c'était un petit peu trop réducteur comme lecture parce que la rémunération d'un fonctionnaire, elle n'est pas uniquement déterminée par la valeur du point d'indice, elle est aussi complétée par le versement de primes et d'indemnités qui ne sont pas indexées sur ce point d'indice et qui constituent en moyenne 20 à 30% du salaire total des fonctionnaires. Donc, s'il n'a pas baissé de 25%, est-ce qu'on connaît le bon chiffre de combien ce salaire des fonctionnaires a baissé ? Alors, on allait voir du côté de l'INSEE la moyenne du salaire net des agents de la fonction publique. Alors, les données disponibles ne nous permettent pas de remonter exactement à 20 ans, mais on peut quand même analyser les chiffres de 2008 à 2023, donc sur 15 ans. Et ce qu'on constate, c'est que le salaire moyen des fonctionnaires, il est stable. Donc, il n'a certes pas énormément progressé, mais il ne s'est pas effondré non plus. Et comme c'est un salaire en euros constants, c'est-à-dire qu'il tient compte de l'inflation, ça veut dire que le pouvoir d'achat aussi est resté stable. Et pour terminer un peu notre tour d'horizon, on est allé voir du côté du secteur privé, voir comment ça avait évolué. Et voici ce que dit l'INSEE. Le pouvoir d'achat du salaire net moyen, il a progressé de 3,2% dans le secteur privé et de 1,2% dans la fonction publique entre 2013 et 2023. Ouais, donc un peu plus de moitié moins. Merci beaucoup Victoria Rouxel. Je rappelle le rendez-vous hebdomadaire avec Vrai ou Faux, toute l'équipe réunie. L'émission le samedi à midi et le dimanche à 20h. Merci beaucoup Victoria. J'ai pas perdu toutes les bonnes habitudes. Najat Vallaud-Belkacem, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Je rappelle que vous avez été ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande. Vous êtes aujourd'hui présidente de France Terre d'Asile et vous publiez donc Sevrage numérique, enquête sur notre rapport aux écrans et comment nous en libérer chez Talandier. Question d'actualité évidemment, on va en parler. Mais d'abord l'actualité ce soir, c'est cette deuxième motion de censure qu'on attend là, qui va être examinée dans quelques minutes, qui devrait très très vraisemblablement être rejetée. Et donc, la France aura officiellement un budget ce soir grâce à vous, pas à vous Najat Vallaud-Belkacem, grâce aux socialistes auxquels vous appartenez toujours. Vous l'assumez, ça, tranquillement, de dire ce soir, oui, grâce à nous, la France a un budget et grâce à nous, Sébastien Lecornu est toujours à Matignon ce soir. Ce que j'assume, c'est en effet le choix qui a été fait par les parlementaires socialistes, dont je ne suis pas en effet, mais enfin je peux en effet avoir un avis dessus, qui a été le choix du débat parlementaire et du rapport de force tout de même, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on passe par pertes et profits les gains qui ont été ceux des socialistes dans cette discussion-là. Bruno Retailleau dit que c'est un budget socialiste. Voilà, certains iraient jusqu'à dire que... Je n'irai pas jusque-là. Non, je n'irai pas jusque-là. Ce n'est pas du tout le budget idéal des socialistes, mais c'est un budget dans lequel la réforme des retraites a été suspendue, c'est un budget dans lequel la prime d'activité a été augmentée, et beaucoup d'autres choses comme ça qui sont quand même des petites victoires obtenues par les socialistes, et avec à la fin une copie qui ne ressemble en rien à la copie initiale. Est-ce que vous redoutez que ça crée un divorce ? Alors, je ne veux pas reparler des deux gauches irréconciliables, mais on a entendu Mathilde Panot tout à l'heure,
qui considère qu'une fois de plus, vous avez été la béquille, alors elle utilise plein de mots, hein, béquille, sauveteur du macronisme. Est-ce que vous considérez que ce travail que vous avez, cette collaboration que vous avez faite avec le gouvernement, est quelque chose qui a rendu vos rapports inaméliorable pour l'avenir, et notamment pour les municipales, je crois qu'on va en parler. Je pense qu'une question s'est vraiment posée au sein de la gauche plurielle, qui a été comment est-ce qu'on est le plus utile aux Français ? Certains considéraient, et c'est l'objet des motions de censure déposées, qu'être utile, c'était vraiment tout arrêter maintenant, replonger la France dans une espèce de chaos démocratique, parce qu'on voit bien à quoi ressemblait la précédente dissolution. Je ne suis pas sûre qu'il soit dans le vrai. Je pense vraiment que l'utilité, c'était plutôt de répondre aux enjeux de pouvoir d'achat, en particulier de ceux qui avaient le plus besoin de la puissance publique. Et ça a été, encore une fois, le choix fait par les socialistes. C'est intéressant, me semble-t-il, que cette clarification entre les différentes gauches se fasse maintenant pour mieux préparer la suite aussi. Alors, c'est plus qu'une clarification. C'est-à-dire que quand on voit, y compris pour les municipales, des personnes comme Sophia Chikirou disant il faut faire battre le maire de gauche, c'est-à-dire qu'il y a clairement, on a l'impression que c'est même pas une clarification, que c'est une fracture définitive qu'il y a avec la France insoumise. Est-ce que c'est envisageable de rester dans cet état d'esprit avec eux, ou que ils ont vocation à être des alliés? Alors, vous êtes une observatrice aguerrie de tout ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage politique. Moi, ce que j'en constate, c'est qu'en effet, la fracture est là et qu'elle est assez claire. Enfin, je ne la mets pas en doute. Alors, vous n'êtes pas complètement représentatif de l'ensemble du Parti socialiste sur cette ligne. Et en tout cas, si on en croit les déclarations tenues la semaine dernière par Pierre Jouvet, secrétaire général du PS, à la question qu'il s'auto-posait devant la presse, est-ce qu'il y aura des accords avec LFI, il a répondu peut-être dans certains endroits. Il dit aussi dans la plupart des endroits non, hein, mais il dit peut-être dans certains endroits, secrétaire général du PS, bras droit d'Olivier Faure. Ça veut dire que tout ce qu'on nous raconte depuis des mois, pas question de faire des alliances avec LFI, les désaccords sont trop profonds. On va voir dans les prochaines semaines que finalement, entre les deux tours, socialistes et LFistes pourraient finalement s'accorder. Non, mais moi, je ne suis pas la porte-parole du Parti socialiste, ni même de Pierre Jouvet, donc il faudra l'interroger sur ses propos. Mais ce que je vois dans cette phrase, c'est plutôt le rappel qu'à la fin des fins, de toute façon, on aura sans doute besoin d'un front républicain à un moment ou à un autre, et j'allais dire au-delà de la gauche, parce que ce qui s'annonce tout de même dans les élections, que ce soit celle de cette année ou celle de dans 2 ans, c'est une extrême droite extrêmement importante. Et donc... oui, par définition, le Front républicain, ça voudra dire aller au-delà de ceux avec qui on s'entend sur absolument tout. Mais il me semble tout de même que les derniers mois ont donné à voir que entre les différentes gauches, s'il faut les qualifier comme ça, il y a des désaccords très importants et que ça ne fait pas une famille politique unie, malheureusement. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'en termes d'électorat, il ne faille pas, parce qu'il y a chez l'électorat de gauche une demande d'unité, indéniablement. Donc il ne faille pas construire quand même un récit commun à la gauche. Mais je crois que les stratégies politiques qui consistent à taire et à mettre sous le tapis les désaccords parfois violents entre ces différentes familles de gauche sont des stratégies perdantes, en fait. Donc, dans la plupart des communes aujourd'hui, pour les municipales, vous avez plutôt la France insoumise qui part d'un côté et les socialistes écologistes de l'autre. Au premier tour. Voilà. Et s'agissant du second tour, encore une fois, c'est le Front républicain tout ensemble qui se posera. C'est pas seulement avec quelles autres familles de gauche. Quand vous dites le Front républicain, c'est que vous considérez que la stratégie qui a été lancée pour les législatives, c'est de faire en gros obstacle au Rassemblement national et quelque chose qui peut refonctionner. C'est-à-dire que vous n'êtes pas comme certains qui considèrent que et Jean-Luc Mélenchon et le Rassemblement national sont finalement et peste ou choléra, c'est-à-dire les deux ne doivent pas être choisis. Vous pouvez considérer qu'il y a toujours une distinction et que le Front républicain peut remarcher. Alors, je n'ai jamais fait partie de ceux qui mettaient dans le même sac... Mais non, mais je vous le dis, l'extrême droite et la famille politique de Jean-Luc Mélenchon. Non, ça, je m'y refuse. Je trouve que ça n'a rien à voir. On a vraiment des désaccords avec la France insoumise, mais pas de la même nature. Et donc, c'est vrai qu'il est annoncé que beaucoup d'électeurs auront du mal à refaire Front républicain. Mais pourquoi ? Parce que quand ils l'ont fait au moment de la dernière dissolution, ils ont eu l'impression de n'avoir pas été entendus. Et donc, la question, elle se pose plutôt à ceux qui, aujourd'hui, ont en responsabilité,
n'ont pas forcément tiré les conclusions qu'ils auraient dû tirer de ce Front républicain, mais notamment pour faire reculer le plus possible le Rassemblement national. Vous parlez de désaccords. Il y a des désaccords, y compris graves, puisqu'il y a notamment des questions d'accusations d'antisémitisme à l'encontre de membres de votre parti. Vous parlez tout à l'heure d'un récit commun. Il y a encore un récit de membres de mon parti. Je crois qu'il y a eu des propos contre les socialistes. Non. Oui, contre certains socialistes. Certains socialistes estiment avoir été victimes d'attaques à connotation antisémite. Je pense qu'en gros, ils considèrent que Jérôme Guedj, quand il est viré de la manifestation, comme au moment suite au 7 octobre, a été injurié dans la manifestation par un certain nombre de personnes de LFI, c'est ça. Et plus récemment, le maire de Paris-Centre, Ariel Veil, qui estime avoir été victime de telles attaques. Vous pouvez encore faire un récit commun avec LFI. On en revient à ce que je disais, c'est que moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une fracture désormais profonde entre les socialistes et les insoumis. C'est un sujet qui se règle de fait parce que, ce faisant, on fait notre vie politique sans la France insoumise. Par exemple, quand vous regardez l'idée de la primaire qui est en ce moment lancée pour préparer la présidentielle, elle se fait bien sans la France insoumise. Et cette clarification me semble plutôt bienvenue. Alors, cette primaire, elle est bienvenue aussi ? Vous m'emmenez sur beaucoup de questions de stratégie politique. Je ne suis pas venue parler de cela. Mais il y a une inquiétude chez les gens qui est de se dire ça se rapproche. En gros, ça commencera le lendemain des municipales. Alors, ça commencera la campagne, tout ça. Et donc, ça serait bien, ça rassurerait. C'est pas qu'un truc de journaliste politique excité. Ça rassurerait les gens de savoir quel est le mode de partage ou de départage des gens. Et s'il y aura eu le temps de faire un programme. Et par définition, un programme, on le fait avec qui? Non, mais je vous rejoins sur le fait que même si la présidentielle paraît loin, même si, entre-temps, il y a les municipales et que d'ailleurs, les électeurs ne sont même pas encore tout à fait forcément dans les municipales, n'est-ce pas ? Reste que la plupart des électeurs aimeraient bien y voir clair sur les offres politiques et ça vaut pour la gauche comme pour la droite, parce que la question aussi se pose à droite de savoir est-ce que primaire il y a, qui seront les candidats et tout ça. Mais on pose la même question aux gens de droite quand ils viennent sur ce plateau. Non, mais donc on vous la pose à vous. En l'absence de mécanismes bien clairs et bien acceptés, bien consensuels pour tout le monde, à droite comme à gauche, c'est vrai qu'on a cette sensation d'une multiplication de candidatures et du coup d'une course de petits chevaux qui n'est absolument pas à la hauteur du moment historique, parce que moi je maintiens qu'on vit un moment grave et on en a quelques illustrations dans l'actualité. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc oui, moi je suis favorable à tout ce qui permet de clarifier relativement rapidement, sans doute au lendemain des municipales. Je vous interromps un instant, Najat Vallaud-Belkacem. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée 289. Pour l'adoption, 135. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Aucune des deux motions de censure n'ayant été adoptée, le projet de loi de finances pour 2026 est considéré comme adopté. Voilà. La France a donc officiellement un budget. Nous sommes lundi 2 février, 19h45. On peut le dire, désormais, la France a officiellement un budget grâce à l'abstention du Parti socialiste. On en parlait au début de cette interview. Je ne vais pas revenir là-dessus. Juste peut-être une petite question. Il lui reste 14 mois à Sébastien Lecornu. Encore un mois avant que les travaux du Parlement soient suspendus pour les municipales. Après, on va basculer dans la campagne présidentielle. Finalement, c'est fini. Il va gérer les affaires courantes, Sébastien Lecornu, où il y a encore des choses qui sont possibles d'être faites pour les Français dans les 14 mois qui viennent. Mais d'une certaine façon, gérer les affaires courantes, c'est déjà pas mal. Parce que moi, ce que je vois, c'est une société totalement tendue, avec des fractures profondes. Et ma recommandation, ce serait plutôt d'éviter de créer de nouvelles fractures en lançant de nouveaux débats sur des sujets qui, à nouveau, vont tendre davantage cette société. Donc, il a en effet peu de temps. Ce qu'on lui demande principalement, c'est de faire en sorte que l'élection présidentielle à venir se passe dans des bonnes conditions et qu'enfin un projet de société puisse être tranché, puisque clairement celui de l'actuel président de la République n'emporte pas l'adhésion, qu'il est sur une fin de règne et qu'on a hâte de passer à autre chose. Et pour que ce débat ait lieu dans de bonnes conditions, ça veut dire, encore une fois, ne pas perdre son temps avec des polémiques sans fin, laisser les partis travailler. C'est pour ça que je n'étais pas favorable à une nouvelle dissolution, là, en toute hâte. On a besoin que les partis arrivent à l'élection présidentielle avec un programme, un projet de société qui soit très compréhensible pour les Français et qu'ils fassent leur choix dans de bonnes conditions plutôt que de se réfugier dans les extrêmes. Et c'est le cas, c'est-à-dire que ça a commencé à travailler
au Parti socialiste où ça pose encore un problème de l'incarnation. Parce qu'on a beau toujours dire qu'il faut d'abord le pourquoi avant le quoi avant le qui, mais finalement, on a l'impression que les choses se disent toujours à peu près en même temps. Est-ce que vous pensez que quand on entend parler d'un retour de François Hollande, de toutes ces choses-là, il y a une ligne claire qui semble quand même émerger? Alors moi, mon sentiment, c'est que, en tout cas, l'exclusive réponse à qui sera candidat ne résout en rien le problème. En fait, le problème, c'est d'arriver d'ici le début de la campagne présidentielle 2027 avec un projet, encore une fois, sur des sujets qui tiennent terriblement à cœur aux Français. On a parlé de pouvoir d'achat tout à l'heure à travers les propos de Sophie Binet. On pourrait parler même de sujets qui peuvent sembler plus anecdotiques, mais je vais en venir tout de même à mon livre sur la façon dont les gens aujourd'hui se sentent totalement démunis et dépassés par des phénomènes qui les ont rendus finalement captifs. Et je parle notamment de la question des écrans. Qui est à la fois une question personnelle, de la façon dont cette surexposition au numérique dans nos vies nous la gâche, pour dire les choses simplement, et pas simplement la vie des jeunes, mais aussi celle des adultes, mais qui est aussi une question de démocratie, puisque le débat en ligne géré tel qu'il l'est aujourd'hui par des plateformes, des géants du tech, qui ont tout sauf l'intérêt général et le bien commun en tête, eh bien ça nuit aussi à notre capacité à être citoyen, à faire démocratie. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, ça va dans le bon sens. Vous formulez un certain nombre de préconisations dans ce livre, notamment la possibilité d'instaurer des sanctuaires pour les jeunes, l'école, évidemment. Mais pas que pour les jeunes. Le rationnement de certaines applications les plus dangereuses, TikTok, on en parle beaucoup, pas que pour les jeunes. Non, mais j'insiste vraiment sur ce sujet parce que, en fait, ce que dit le livre par rapport au débat ambiant, ça touche tout le monde. Absolument, ça touche absolument tout le monde. Et vous et moi, on le sait parfaitement. Nous sommes tout aussi captives et victimes de ce surnumérique que le sont nos enfants. Et qui plus est, nous leur servons de modèle. Donc, plus nous sommes captifs et plus, à leur tour, ils trouvent ça normal. Et en fait, tout cela n'a rien de normal. Et les effets pervers du numérique, des réseaux sociaux, etc., il n'y a rien de normal dans tout cela. C'est le résultat d'une mécanique, d'un écosystème qui fait gagner beaucoup d'argent aux géants de la tech et qu'on a laissé s'installer par manque de régulation collective. Ce que j'appelle des régulations collectives, c'est des lois bien pensées au niveau européen, au niveau national. On ne peut pas laisser simplement les individus gérer ça en disant c'est de la faiblesse individuelle si toi-même tu n'arrives pas à te déconnecter et tu n'arrives pas à gérer tes enfants. C'est un burn-out parental qu'on a fini par installer sur les épaules des uns et des autres qui est absolument insupportable. Et au lieu de cela, ce que le livre propose, c'est de reprendre à zéro, d'abord de se rendre compte que le numérique dont on parle aujourd'hui n'est pas celui qu'on a connu il y a 10-15 ans, en fait, parce que le problème, c'est que nous, quand on a vu apparaître le numérique bien avant, c'était une zone de liberté où on allait repousser les frontières, se rencontrer les uns les autres, etc. En fait, c'est plus du tout ça aujourd'hui, et notamment par le mécanisme. Ça le reste en partie quand même. Parce qu'il y a un côté un peu répressif dans ce que vous proposez par rapport à ce que peuvent dire le discours que peuvent tenir soit les adultes en disant j'ai bien le droit de faire ce que je veux malgré tout à mon âge, et celui que tiennent les jeunes aussi, qui est de quel droit vous m'empêcheriez de faire ça? Alors tout à fait, c'est pour ça que c'est important de dire que on ne parle pas de tout Internet. En fait, les problèmes, ils sont bien sérieux. En tout cas, j'ai essayé de le faire dans le livre, c'est-à-dire qu'il y en a au moins 3. Le premier, c'est le fait que cet objet soit en permanence dans notre poche, comme une espèce de troisième bras en quelque sorte, et qu'on n'arrive plus à s'en passer parce que tout est dedans. Et vous savez, l'équipement en smartphone, par exemple, si vous prenez les adolescents, il y a 10 ans, il y avait moins de 50% des adolescents qui avaient un smartphone. Aujourd'hui, ils sont 90%. Le temps d'écran des enfants des moins de 6 ans, il y a 10 ans, il était de 2 heures par semaine. Aujourd'hui, il est de 6 heures par semaine. Il a triplé. Donc, c'est le fait que cet outil soit omniprésent dans nos vies sans aucune friction. Le deuxième sujet, c'est les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé dans le débat public et vraiment tous les biais qu'ils exploitent de nos cerveaux pour nous retenir le plus longtemps possible en ligne, parce que finalement, c'est ça qu'ils monétisent ensuite auprès des grandes marques. C'est comme ça qu'ils font leur argent, ces grands réseaux sociaux. Et ils nous retiennent en ligne à notre détriment, indéniablement. Et puis le troisième sujet, c'est évidemment le contenu qu'on trouve sur Internet. Quand je dis c'est pas tout Internet, dans Internet, il y a l'accès, encore une fois sans aucun filtre, à du contenu terroriste, à du contenu pornographique. Un gamin sur 2 de
de l'âge de 12 ans consultent au moins une fois par mois un site pornographique. Il faut qu'on s'interroge sur ces 3 éléments-là qui ont installé dans nos vies quelque chose d'extrêmement pernicieux. Un conseil simple, pratique, rapide, parce que je voudrais qu'on garde quelques minutes pour parler de Bien la police sûr. de l'immigration aux États-Unis. Et conseil simple, d'abord, il faut en tant que citoyen réclamer de nos pouvoirs publics qu'ils légifèrent. Vous avez évoqué l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Oui, je suis plutôt favorable à cela, parce que je trouve qu'à cet âge-là, on n'a pas la maturité nécessaire pour signer un contrat aussi engageant qu'une inscription sur un réseau social. On pourra y revenir. Mais au-delà, c'est pas que les jeunes, encore une fois, ça va pas régler grand-chose. Il faut désormais des législations qui agissent sur le design des applications, des réseaux sociaux. Toutes ces mécaniques que les plateformes ont utilisées pour nous retenir captifs. Et on sait très bien de quoi je parle, le scrolling infini, l'autoplay, des choses très techniques sur lesquelles on peut tout à fait imposer aux plateformes qu'elles y renoncent, qu'elles introduisent par exemple une part de hasard dans leur algorithme, alors qu'aujourd'hui l'algorithme vous retient sans fin à partir de vos soi-disant goûts, il va vous servir toujours plus, et puis 3 heures plus tard vous dites mais qu'est-ce que je faisais à scroller là, j'ai perdu mon temps. En fait, il faut que régulièrement quelque chose, un contenu qui n'a rien à voir avec vos soi-disant goûts, arrive dans la boucle pour vous sortir et ouvrir la porte du cachot. Najat Et donc, Vallaud-Belkacem. je pense Oui. qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais qu'il faut s'y pencher sérieusement. Vous êtes aussi présidente de France Terre d'Asile, spécialiste de l'immigration. On a envie de vous entendre évidemment sur la situation aux États-Unis, la mort de 2 citoyens américains exécutés par ICE, la police de l'immigration fédérale mise en place par Donald Trump. Je voudrais qu'on écoute d'abord Fabrice Leggeri, qui est eurodéputé RN, ancien patron de Frontex, la police des frontières européennes, sur les méthodes de ICE. Il était invité à votre place hier soir. Nous avons en France la police aux frontières qui est professionnelle et nous n'aurions pas besoin d'importer. Non, nous n'aurions pas besoin d'importer ces méthodes parce que nous avons une police qui est professionnelle, qui est formée et pour peu qu'on lui donne les moyens de travailler en France, nous n'aurions pas ce genre de drame. Il y a eu à Minneapolis 2 exécutions, 2 bavures en l'espace de quelques jours dans la même ville. Manifestement, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Est-ce qu'on peut être sûr, comme le dit Fabrice Leggeri, que nous n'aurons jamais ce genre de drame en France ? Ben non, on ne peut absolument pas en être sûr. C'est la raison pour laquelle il faut se doter aujourd'hui de garde-fous juridiques et politiques pour éviter qu'un jour la fenêtre d'Overton soit tellement élargie, justement, qu'on en arrive à trouver ça normal. C'est-à-dire, on n'a pas les garde-fous aujourd'hui en France ? La vérité, c'est que, en fait, quand vous prenez ne serait-ce que notre débat public, la façon dont il déshumanise, désinforme au sujet des questions migratoires, au sujet des OQTF, par exemple, on se rend compte qu'en fait, ça peut aller très, très loin et que quelque chose se banalise dans l'idée que créer des zones de non-droit pour une certaine catégorie de la population, à savoir en l'occurrence les migrants, eh bien c'est normal, c'est rationnel, ça fait partie du système. En fait, vous savez, moi j'ai publié la tribune à laquelle vous faites allusion suite aux propos qui ont été tenus par Arnaud Klarsfeld suggérant qu'on procède à des rafles pour aller choper les OQTF. Ces propos ont provoqué beaucoup d'indignation morale. Ok, très bien. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin que l'indignation morale. Il faut se demander dans quel contexte ces propos ont été permis, en fait. Ils ont été permis par la nature d'un débat que je constate depuis des années qui est extrêmement problématique. Et on est en train de s'habituer finalement à repousser toujours plus loin l'indicible, l'innommable. Et ce mot rafle, qui est quand même, avec toute cette charge traumatique, symbolique, historique, voilà, surtout venant d'Arnaud Klarsfeld, qu'on en soit arrivé là, qu'il se soit senti légitime à l'utiliser, c'est invraisemblable. Et ça dit à quel point, en fait, on est dans quelque chose qui n'est pas de l'ordre du dérapage, mais de systémique, qu'il faut absolument qu'on arrête en temps utile. Il faut regarder ce qui se passe aux États-Unis avec ICE, qui, en effet, n'a pas été créé par Trump, a été créé au lendemain du 11 septembre, mais doté de nouveaux moyens par Trump. Mais c'est intéressant de se dire que ça a été créé au lendemain du 11 septembre, parce que ça veut dire, dans un moment de sidération collective, vous voyez, de tétanie, de peur, alors on a renforcé les pouvoirs répressifs d'une certaine façon de l'État à ce moment-là. On a mis en suspens des garanties de l'État de droit, etc. Et puis en fait, ça reste. Et puis le jour où Trump arrive au pouvoir, eh bien, il les utilise comme il le fait aujourd'hui. Est-ce que vous ne croyez pas que la meilleure façon pour se prémunir de ce genre de choses, c'est de trouver des solutions ? C'est-à-dire que quand les Français découvrent qu'il n'y a jamais eu autant d'immigrés et venus sur le sol français, est-ce que ça ne les rend pas, pour certains, fous en disant mais on nous raconte n'importe quoi,
depuis 20 ans. Ce sont les chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur la semaine dernière, Absolument. indiquant que 384 000 premiers titres de séjour avaient été délivrés l'an dernier, une hausse de 11% par rapport à 2024. Mais en fait, le sujet, je vais vous dire, c'est même pas tant le nombre de titres de premiers séjours qui ont été délivrés, parce que on pourrait reparler aussi du besoin d'immigration, etc. Non, le sujet, c'est plutôt, je crois, derrière votre question, l'espèce de sentiment d'impuissance qu'on a face aux OQTF non exécutés. Les OQTF, à l'attitude de l'Algérie, face au fait que... Alors, vous parlez des premiers séjours, il y a aussi les renouvellements. Il y a beaucoup de renouvellements. Alors, il y a un certain nombre de cas qu'on peut expliquer avec l'Ukraine et tout ça, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, à la présidentielle, mettre ça sur la table? Absolument. Dire clairement les choses, alors, vraiment, éviter les débordements. Ne vous trompez pas, moi, je ne suis pas pour qu'on mette le sujet migratoire sous le tapis et qu'on n'en parle surtout pas pour ne pas gêner. Pas du tout. Je pense qu'en fait, on ne peut pas dire qu'on n'en parle pas, et il en est quand même très souvent question, mais il en est le plus souvent mal question. Il en est mal question par de la désinformation, par de la peur installée pour des raisons d'opportunisme politique. La vérité, c'est que cette espèce de dramaturgie de l'autorité, oui, je vais mettre encore plus d'OQTF, vous allez voir ce que vous allez voir, puis à la fin, on se rend compte qu'en fait, il y en a encore moins d'exécutés, par définition, parce que si on ne donne pas les moyens aux préfectures d'exécuter, si on n'a pas les accords, en effet, avec les pays d'origine, etc., donc si on ne fait pas le travail sérieux, de toute façon, ce ne sera pas exécuté. C'est terrible parce que, du coup, ça installe chez les gens l'idée qu'on serait dépassé par la question migratoire. Non, notre pays pourrait ne pas être dépassé. Il pourrait en effet se donner les moyens d'exécuter véritablement les OQTF. Mais peut-être que ça nécessite de ne pas en délivrer à tort et à travers aussi, et de bien les délivrer pour ceux qui justifient d'être accompagnés. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem. Sevrage numérique, c'est donc le titre de le mois sans écran qui a commencé hier. Oui, le 11 février, merci, oui. Allez, vous gardez l'écran de France Info quand même. France Info continue, la météo, le JT Monde les informer. Bonne soirée.